Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. L'État compte augmenter les fonds annuels qu'il alloue à la presse de 1,4 milliard de francs CFA. Ils passeront à 1,9 milliard de francs CFA. Une annonce du ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, qui effectue une tournée au niveau des différents groupes de presse du pays, était cet après-midi dans les locaux du groupe E-Média. Et puis la gestion de Racine Talla, directeur de la RTS, dénoncée à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Les délégués syndicaux de l'intersyndicale CNPIX-CNTS ont déposé une lettre à l'OFNAC, lettre dans laquelle ils accusent le directeur Racine Talla de gestion nébuleuse et gabegique. Ce 13 octobre est célébrée la journée mondiale de la vue, prétexte pour la rédaction de s'intéresser au rapport entre les Sénégalais et les ophtalmologues spécialistes de l'œil. Reportage à suivre. Et dans e-éclair, ce jeudi, on pose une interrogation écologique. Que deviennent nos déchets électriques ou électroniques? Papa Ibrahim Ndiaye nous en dit un tout petit peu plus sur ces déchets qui constituent une menace pour les écosystèmes et la santé humaine. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'activiste Khaliphone Sall, condamné par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il écope de 6 mois de prison, dont 1 mois ferme et une amende de 500 000 francs CFA pour coups et blessures volontaires au préjudice d'Adja Tchare Diao. Je veux l'annoncer dans les titres. L'aide à la presse va passer de 1,4 milliard de francs CFA à 1,9 milliard de francs CFA. Une révélation du nouveau ministre de la communication. Selon Moussa Bocar Thiam, l'État compte également accompagner les groupes de presse pour une modernisation et une amélioration des conditions de travail des acteurs de la presse. Il était en visite dans les locaux du groupe E-Média. Le voici au micro d'Amadou Bari et Sidignan. Et sur ce fonds-là, effectivement, nous avons constaté que ce fonds a été revu à la hausse, qui est passé de 1,4 milliard sur 2022 et sur 2023, nous serons à peu près sur 1,9 milliard. Donc, qui est une augmentation sensible de ce fonds. Cela témoigne encore une fois la volonté de son Excellence le président Macky Sall de continuer à accompagner la presse sénégalaise. Et sur ce fonds, dans la vision en tout cas de mon département, c'est qu'il est important que les médias aujourd'hui puissent explorer de nouvelles pistes qui consistent à développer des projets et avoir le soutien de l'État pour le développement de ces projets-là. Et donc le fonds a un volet développement, c'est un fonds d'appui et de développement de la presse. Donc le volet développement est le parent pauvre de ce fonds. Et je compte en tout cas sur 2023 accompagner les entreprises de presse dans le domaine du développement, c'est-à-dire voir comment l'État, à travers le ministère des Finances, peut accompagner les projets de modernisation, les projets d'équipement, des projets viables qui pourront permettre à l'entreprise de médias de presse de pouvoir se mettre à niveau, au niveau de la concurrence même internationale. Et nous sommes prêts aujourd'hui à travailler ensemble, à collaborer à travers des conventions pour vraiment asseoir cette politique-là d'encadrement et de soutien au projet des médias. Thiam a également félicité le groupe E-Média pour toutes les innovations qu'il a apportées dans le paysage médiatique sénégalais à travers ses supports télé, radio et presse écrite. Écoutons-le. C'est un plaisir pour moi de venir visiter vos locaux. Suite à ma nomination il y a quelques jours à la tête du département de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, qui est un département peut-être sous la tutelle de votre structure. Donc il est important qu'en tant que nouveau ministre dans ce secteur, que je vienne faire une visite de courtoisie ici pour m'imprégner de vive voix avec les difficultés qui sont traversées ou les défis que doivent relever votre structure. Et tout cela, effectivement, m'a permis d'échanger peut-être brièvement avec les responsables. Et c'est le lieu pour moi, effectivement, nous avons survolé pas mal de questions, des questions
allant de l'assainissement même du secteur de la presse, de manière générale. Et ce qui me fait plaisir, en tout cas dans ce média-là, immédiat que je viens de visiter, c'est effectivement un modèle quand même unique, puisque ce sont des personnes d'expérience, des personnes de qualité qui ont fait leurs preuves dans les médias, qui ont initié ce projet avec quelques partenaires. Et donc c'est un défi majeur. Donc ce que je leur ai dit effectivement que à travers leur personne, à travers leur expérience, à travers effectivement la crédibilité que ces personnes-là ont pu acquérir à travers des années d'exercice de la profession, nous comptons beaucoup sur eux pour effectivement participer à la démocratie sénégalaise. Et puis le collège des délégués l'intersyndicale Saint-Pix CNTS de la RTS franchit un autre pas dans sa lutte contre le directeur Racine Talla. Ils ont déposé ce matin une lettre à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, pour dénoncer la gestion du directeur général de la RTS, une gestion que Habib Mbaye qualifie de gabegie. Le voici. Écoutons-le. Cet acte fait suite à de nombreux manquements notés dans la gestion de la RTS. Je précise que la dénonciation que le secrétaire général Cheikh Birahim Ndiaye vient de déposer comporte 19 points. Et nous allons vous en énumérer que 3 points. Ces 3 points sont la liquidation du patrimoine automobile de la RTS, le non-reversement des cotisations sociales dues aux travailleurs, l'attribution de marchés dans des conditions peu orthodoxes. Ce sont 3 points. Donc on ne peut pas divulguer le contenu de la dénonciation qui a été déposée tout à l'heure au niveau de la présidente de l'OFNAC. Tous ces manquements graves ont fait l'objet de dénonciations par l'intersyndicale et le collège des délégués de la RTS depuis plus de 5 ans. Et aujourd'hui, nous attirons l'attention des pouvoirs publics sur ces faits qui incriminent l'équipe dirigeante de la RTS. Nous appelons le président de la République parce que la situation à la RTS aujourd'hui perdure pour qu'il prenne des décisions. Le président de la République est la seule personne qui peut prendre des décisions, à l'instar des décisions qu'il a prises hier au niveau de la Poste et d'autres sociétés nationales. Donc nous appelons le président de la République à apporter des mesures urgentes et appropriées face à cette situation qui plombe l'avenir de l'audiovisuel. Et du 9 au 20 mars, Dakar accueille la première édition du Salon de l'entrepreneuriat, des économies et des opportunités Africa Meet, un événement qui célèbre l'innovation des talents et les opportunités qu'offre le continent africain. Le lancement a eu lieu ce mercredi. Khadija Andadjouf. Du haut du phare des Mamelles, Absatoussi annonce le lancement du projet Africa Meet. Ce projet conçu pour montrer une autre facette de l'Afrique aura lieu du 9 au 20 mars 2023. Nous aurons un pavillon que nous allons nommer l'école des boss. Et c'est un lieu qui va réunir une énergie absolument formidable. L'école des boss, ce sont des meet talks, c'est-à-dire des talks inspirants, un peu à la TEDx. Ce sont des conférences extrêmement inspirantes et qui créent des déclics. Ce sont également des formations et des masterclass de très grande qualité, raison pour laquelle j'ai choisi Dakar Sciences Po. Ce que nous souhaitons, c'est montrer au monde que nous, Africains, nous pouvons aller nous former à Paris, à Dubaï, aux États-Unis, au Canada. Mais le monde peut aussi venir se former chez nous. Ce salon de l'entrepreneuriat, des économies et des opportunités sera un événement majeur. Le Sénégal mérite un événement de cette envergure. Dubaï à Dubaï Expo, nous aurons l'Africa Meet. L'Africa Meet, c'est un événement qui place au cœur de tout le concret. Ça veut dire que nous souhaitons que les jeunes qui sont au cœur de ce projet puissent trouver un emploi, que les porteurs de projets puissent trouver des partenaires, que les entreprises africaines puissent trouver également de nouveaux marchés. Africa Meet, un projet qui vise l'international, se déroulera sous le haut patronage du président de la République, Macky Sall. La formation que nous allons mettre en place n'a rien à envier aux autres, bien au contraire. Il y a un entrepreneuriat spécifique à l'Afrique, l'entrepreneuriat de la résilience, l'entrepreneuriat de l'avenir. On dit que l'Afrique, c'est le nouveau continent.
Pour moi, c'est le continent de toujours, mais qui aujourd'hui déploie ses ailes, et nous allons accompagner ce déploiement. Cet événement, il a lieu sous le haut patronage de son Excellence Macky Sall. C'était très important pour nous d'avoir le président et le président de l'Union africaine à nos côtés pour nous aider également à promouvoir cet événement à l'international et puis obtenir sa validation. Pour montrer la beauté du continent africain, Africa Meet compte s'intéresser également dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la culture et du sport. Nous allons parler environnement, nous allons parler agriculture, nous allons parler également nouvelles technologies. Nous allons parler des nouvelles opportunités, nous allons accueillir des entreprises qui vont présenter leurs marques, leurs franchises, pour qu'elles puissent se déployer également sur le continent africain. Nous allons faire découvrir la beauté de notre continent, son tourisme. Nous allons parler commerce, nous allons parler business, nous allons encore une fois parler entrepreneuriat. Africa Meet sera surtout un projet d'économie sociale qui ne manquera d'être fructueux pour la jeunesse africaine. Et puis quelques jours après la rentrée scolaire, les cours suspendus au lycée des Parcelles Assainies. La raison, un manque d'eau dans l'établissement scolaire. Les professeurs qui interpellent les autorités ne comptent pas reprendre les cours si la situation n'est pas réglée. Voici l'un d'entre eux, Issara Niang, professeur de français au micro de Boudaldia Tchecher Magatmaye. Pour nous désoler un tout petit peu de cette situation intenable qu'on subit depuis plus de 2 mois au niveau du lycée, qui traverse un manque criard d'eau. Et vous savez que l'eau est un intrant indispensable, n'est-ce pas, pour la tenue des enseignements-apprentissages. Et c'est la raison pour laquelle il y a plus de 2500 élèves qui viennent au lycée, sans compter également le personnel d'enseignement et également le personnel du lycée. Donc, tout cela aidant, nous ne pouvons pas véritablement courir le risque d'exposer nos vies, celles des élèves, celles du personnel, parce qu'il y a, n'est-ce pas, ce liquide précieux qui manque véritablement au niveau du lycée. C'est plutôt une alerte. On ne menace pas parce que nous, véritablement, notre devoir, qui est un sacerdoce, c'est d'enseigner. Nous sommes là véritablement parce que nous sommes des soldats de la craie, les soldats de l'éducation. Voilà la raison pour laquelle on suspend, suspendre, c'est toujours temporaire, c'est toujours provisoire, parce qu'en fait, nous prêtons une oreille attentive, n'est-ce pas, par rapport à nos autorités compétentes, qui certainement se doivent, n'est-ce pas, de prendre à bras le corps ce problème. Et vous savez, 2500 élèves dans un lycée, plus de 100 professeurs, sans compter le personnel de surveillance. S'il n'y a pas d'eau, mais nous courons tous des risques. Et la législation scolaire le dit elle-même, n'est-ce pas? Si une école n'a pas d'eau, mais cette école-là doit être fermée. Et comment font certains élèves pour participer aux travaux ménagers? Nos reporters en ont rencontré quelques-unes qui ont bien réussi à aménager leur temps pour étudier tout en participant aux tâches ménagères. Regardez. Fini les vacances dans les rues. Impossible de passer sans apercevoir des élèves qui rentrent de l'école. Parmi eux, des jeunes filles qui, après les cours, sont préposées aux travaux ménagers. Une tâche loin d'être un fardeau pour cet élève en classe de terminale. Je nettoie ma chambre et celle de ma mère et après je balaye toute la maison. Et cela ne m'empêche pas de réviser mes cours quand il le faut. Et même après avoir révisé, je retourne aider ma mère dans les travaux ménagers. Dans sa maison, cette fille passe son baccalauréat cette année. Elle s'occupe des tâches ménagères les week-ends. Les dimanches, je n'ai pas cours, donc j'en profite pour m'occuper des travaux ménagers. Depuis que nous avons déménagé ici, j'ai fait mon planning pour faire les tâches à la maison et faire mes cours sans que l'un impacte sur l'autre. Cependant, cette mère de famille affirme qu'il est aussi important pour une fille d'aller à l'école, mais aussi d'apprendre à gérer les différentes tâches à la maison.
Je réveille tous mes enfants afin qu'elles puissent faire ce qu'elles doivent faire, leurs tâches ménagères avant d'aller à l'école. Pour les filles, c'est bien d'aller à l'école, mais les tâches ménagères aussi doivent faire partie de leur éducation car elles sont appelées à gérer leur propre maison et leur famille. Au Sénégal, elles sont nombreuses les filles, élèves qui gèrent leurs études et s'occupent en même temps des travaux ménagers. Une situation qui pénalise certaines d'entre eux. Souvent, le manque de repos cause des baisses de performance chez ces dernières. Je vous le disais dans les titres, ce jeudi 13 octobre est célébrée la journée mondiale de la vue. Et qui dit vue dit ophtalmologue. Alors, les Sénégalais pensent-ils à leur santé oculaire? Ont-ils l'habitude d'aller voir un ophtalmo? Mamseyne Boubabou et Barasso en ont rencontré quelques-uns. Voici ce qu'ils ont dit. Cet ouvrier est pressé de regagner son travail. La priorité, l'argent qu'il peut gagner, se faire consulter, peut attendre. Je ne suis jamais parti voir un ophtalmologue. Je ne trouve pas l'intérêt car je n'ai aucun problème de vision. Mais si jamais je remarque que j'ai du mal à voir, de près ou de loin, je compte le faire. Adja a souvent des problèmes de vision. Pour moi particulièrement, j'ai pas l'habitude d'aller voir un ophtalmologue. Comme tout le monde dit, les Sénégalais, ils ont toujours la négligence de ça. Et ça m'arrive souvent d'avoir des maux de yeux, mais je ne pars jamais voir un ophtalmologue. Gilbert est du même avis. Cependant, il nous confie qu'il va bientôt prendre rendez-vous chez l'ophtalmologue pour prévenir d'éventuelles maladies. Personnellement, je ne suis jamais allé, mais je m'apprête à pour aller pour la santé de ma vue. C'est très important. Avec les téléphones, les smartphones, la télévision et tout, avec l'éclairage, voilà, mieux vaut aller chez l'ophtalmologue pour regarder la santé de vos yeux, pour prévenir. Le constat est là donc. Certains Sénégalais n'ont pas trop l'habitude d'aller chez l'ophtalmologue pour faire le bilan de leur santé oculaire. Et pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 2,2 milliards de personnes sont atteintes de déficience visuelle ou de cécité dans le monde. En parcourant les rues de Dakar, il n'est pas rare de tomber sur des déchets électriques. Et pourtant, ce type de déchets constitue une menace pour la santé des humains et pour les écosystèmes. Une alerte de Papa Ibrahim Ndiaye et Serigne Salou Dem en cette veille de célébration de la journée mondiale des déchets électriques et électroniques que nous découvrons dans e-Éclair de ce soir. À Rebeuss, c'est l'une des rues les plus populaires et sans doute la plus mouvementée. Elle vit au rythme des coups de marteau et des étincelles des scies électriques, un endroit où les ferrailleurs démantèlent tous les matériels qu'ils récupèrent et qui portent bien son nom. Ici, c'est le laboratoire. C'est ici que tout est dépiécé, vous voyez. Donc, tout ce qui est ferraille, vous savez ça, la ferraille, elle est là. Le cuivre, de l'autre côté, il y a l'étain, il y a l'inox et tout, il y a toutes sortes de métaux. De la ferraille, mais surtout une quantité importante de e-déchets sort de ce laboratoire. Sur place, un cocktail de produits nocifs provenant des frigidaires, climatiseurs ou encore des ordinateurs se côtoient, mais les responsables assurent veiller à la protection de l'environnement. On récupère les petites pièces et après on va vendre les autres pour en faire de la ferraille. Il n'y a rien qui est jeté en général. C'est juste pour essayer de gérer l'environnement. C'est pour cette raison qu'on ne jette rien là. N'est-ce pas? Bien sûr on y pense parce que nous sommes dans l'environnement. On est obligé de protéger cet environnement-là. C'est sur cette allée qui mène vers le marché Colobane, moins mouvementé que Rebeuss, mais souvent embouteillé, que se trouve une unité de démantèlement des e-déchets, beaucoup plus structurée et moins risquée. Logé au sein de la cellule de solidarité numérique de l'Agence de l'informatique de l'État, cet atelier se charge de démanteler les déchets électriques et électroniques des institutions gouvernementales et privées. L'objectif est d'éviter qu'ils se retrouvent dans un circuit
dangereux. L'objectif de l'ADIE, c'est de pouvoir traiter les e-déchets pour la protection de l'environnement, pour ce qu'on appelle le Green IT, pour que les déchets ne puissent pas nuire à la santé des populations, nuire à protéger aussi l'environnement. La provenance du matériel, son appartenance, son type de démantèlement, rien n'est laissé au hasard pour sécuriser le processus. Et pour procéder un tout petit peu, soit à l'audit même du matériel entrant, mais aussi quand le matériel sera démantelé. L'atelier est sans doute encore loin des chiffres du démantèlement dit informel, mais ces spécialistes des e-déchets estiment que les signaux sont au vert. Au moins 30 tonnes de déchets électriques et électroniques ont été démantelés en 2020. Il est clair qui s'intéresse aux e-déchets. Merci Papa Ibrahim Ndiaye, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. La rédaction vous donne rendez-vous à 0h. Bonne suite des programmes sur ITV.